fattore in quindi Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Christophe Sand. Bonjour Pervenche de Berès. Bonjour, bienvenue ici à la Fondation Jean Jaurès. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions du Bord de l'eau, La gauche entre la vie et la mort, sous-titre Une histoire des idées au sein de la social-démocratie européenne. Au fond, j'ai envie de vous poser beaucoup de questions, mais peut-être commencer par tracer votre démarche, qui est celle d'une histoire vraiment de la social-démocratie, fondamentalement, à travers des exemples historiques bien précis, pour finir sur un constat de où en est aujourd'hui la social-démocratie. Alors, au fond, ma première question, c'est pourquoi ce titre, puisqu'on parle moins de la gauche que de la social-démocratie, et pourquoi aujourd'hui ? Mais le titre, parce qu'il comporte d'abord une note d'optimisme dans un contexte qui a priori entre la vie et la mort, moins. c'est une note d'optimisme. Si on est entre la vie et la mort, c'est qu'on est toujours vivant, ce qui n'est pas le propos le plus commun dans les médias. Donc le titre, il se voulait un peu évidemment accrocheur, mais je tiens encore plus au sous-titre, qui est une histoire des idées. Donc l'hypothèse de base de l'ouvrage, c'est que l'histoire de la gauche en général et de la social-démocratie en particulier, ce n'est pas qu'une histoire politique, ce n'est pas qu'une histoire de lutte ouvrière ou parlementaire. Il y a un discours idéologique qui n'est pas qu'un vernis. Il y a une véritable dialectique entre la théorie et la pratique qui commence bien sûr avec Marx, mais qui ne s'arrête pas au moment où la social-démocratie cesse d'être unitaire, c'est-à-dire au moment bien connu, 1917, du divorce entre les communistes et ceux qui vont s'appeler par défaut les sociodémocrates ou rechigner, comme en France, à être qualifiés de sociodémocrates et s'accrocher à la définition de socialiste. C'est un peu ça l'histoire du livre. Mais effectivement, vous le remarquez, il y a un titre, il y a un sous-titre, non seulement pour des raisons éditoriales, mais parce qu'il y a une ambivalence fondamentale. Oui, parce qu'au fond, on aurait aussi pu appeler votre livre Comment renouvelle-t-on par la pensée la social-démocratie ? C'est plutôt le sous-titre qui emporte la réalité de son contenu. En 2013, dans la revue Esprit, vous publiez un article sur « Faut-il attendre une refondation de la social-démocratie ?» Qu'est-ce qui a changé depuis ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis, ou est-ce que ce livre n'est finalement qu'une prolongation de cette discussion engagée en 2013 ? Si j'étais très pessimiste, je dirais qu'on attend toujours. Comme je le suis un peu plus et que le livre a été conçu des années plus tard, j'y ai ajouté un chapitre qui incite à l'optimisme. C'est le chapitre qui est consacré au moment Corbyn. Et plus précisément, au-delà de toutes les polémiques qui peuvent entourer les limites de la direction de Corbyn du Labour Party, c'est-à-dire à la fois cette difficulté à prendre position sur le Brexit, à cette incapacité à gérer un antisémitisme qui était plus que latent dans certains rangs du parti. Il y a néanmoins le programme de 2019. Et le programme de 2019, qui est en porte-à-faux certainement par rapport aux enjeux de la Grande-Bretagne qui affronte le débat du Brexit et que Corbyn manque tout à fait, il y a un programme qui comporte, au moins en gestation, des éléments dont les gauches, qu'elles soient social-démocrates stricto sensu ou un peu plus plurielles, pourraient s'inspirer pour redynamiser une pratique gouvernementale et éventuellement conquérir un électorat, ce qui est quand même la précondition. Mais est-ce que dans ce qui a changé depuis 2013, il n'y a pas fondamentalement quand même le paysage politique dans lequel la gauche peut se reconstruire et qui est un paysage qui a explosé par rapport au territoire historique de la social-démocratie. Et c'est une question, me semble-t-il, d'autant plus importante que tout votre livre, qui est en réalité, je crois que vous m'autoriserez à le dire, un plaidoyer en faveur de la deuxième gauche, part de l'hypothèse que la social-démocratie s'est reconstruite au fil de son histoire grâce à des apports
extérieurs qui sont venus la renforcer, alors qu'aujourd'hui, y compris ce qui faisait la force des sociodémocrates au-delà de la classe ouvrière ou des salariés, dans les syndicats, les jeunes, dans le dialogue social au sein de l'entreprise, enfin dans d'autres formes intermédiaires de mobilisation. Au fond, ce qui faisait ces points d'appui du renouveau d'une social-démocratie sont aujourd'hui partis. Et où on a une explosion du paysage avec lequel la social-démocratie est rentrée en compétition. Donc, est-ce que c'est pas fondamentalement quelque chose qui change la donne par rapport à cette référence historique de la social-démocratie? Je vais vous fournir ma réponse préférée, oui et non. Oui, parce que vous avez raison, on est dans une explosion, particulièrement à gauche, mais aussi à droite. Si on regarde la scène électorale française, on voit que les explosions du territoire sont multiples. Par contre, mon livre est un livre d'histoire des explosions. Donc, il s'agit de montrer que les explosions du territoire auxquelles les gauches sont confrontées, ça commence au XIXe siècle. Ça commence pas en 2013, et qu'il y a des éléments récurrents. L'élément récurrent étant ce que vous soulignez, cette dialectique entre une première et une deuxième gauche, irréductible à l'affrontement et à la collaboration entre François Mitterrand et Michel Rocard. Ça, je pense que c'est un élément. La gravité de l'explosion actuelle, elle est certaine. Parce qu'effectivement, ce qui change, c'est que la capacité de la gauche à se reconstruire, à chaque fois qu'elle devait affronter une mutation du capitalisme, à chaque fois qu'elle devait affronter une fuite de son électorat, dans les époques précédentes, ce qui était en péril à gauche pouvait se reposer d'une part sur des organisations qui étaient beaucoup plus solides qu'aujourd'hui. Vous venez de le dire, les partis politiques existaient. Aujourd'hui en France, mais pas seulement en France, on a un parti socialiste crédité de 5%. En Hollande, il a presque disparu. En Grèce, on a forgé à un moment la notion de pasokisation pour essayer de saisir par les mots ce phénomène politique. Donc on a d'une part une crise des organisations qui est inédite, ce que, pour employer les mots d'Alain Bergogneau, on pourrait appeler la crise du régime social-démocrate, et d'autre part des intellectuels qui sont susceptibles de polliniser à nouveau les organisations, mais la connexion se fait difficilement. Alors, la plus-value par rapport aux époques précédentes, parce qu'il faut quand même être optimiste, c'est que d'une certaine manière, ces intellectuels ont été institutionnalisés. C'est la figure de l'intellectuel organique gramscienne individuel. Elle a cédé la place à des formations comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La Fondation Jaurès est un agrégat des intellectuels d'hier, un lieu de rencontre. Mais néanmoins, la dialectique entre la fondation et les partis de gauche, elle est tout à fait différente que celle qui pouvait lier, je ne sais pas, la Friedrich Ebert et le SPD aux grandes heures de la social-démocratie allemande. Et alors, il y a quelque chose qui m'a étonnée quand même dans votre ouvrage, c'est que vous parlez quasiment pas. Vous parlez de l'internationale socialiste au point de départ, mais vous ne parlez pas du tout du Parti socialiste européen. Alors ça ne vous étonnera pas que je vous interroge là-dessus. Et vous ne parlez pas du tout, du coup, de ce qui me semble être un des éléments de fragilité aussi de la social-démocratie dans sa capacité à se refonder dans la période qui précède le moment où nous sommes aujourd'hui, qui est cette période au moment où Tony Blair arrive au pouvoir au Royaume-Uni et Lionel Jospin en France, et où en 97 on a un paysage politique européen qui est social-démocrate, ultra majoritairement, et qui n'en fait rien. Et du coup, ça, pour moi, c'est quand même dans les interrogations sur le fonctionnement de la social-démocratie une grande question, parce que il y a un fil conducteur dans votre ouvrage sur, au fond, est-ce qu'il faut faire le socialisme dans un seul pays ou pas. Mais vous n'allez pas au bout de cette réflexion.
C'est volontaire ou c'est un manque de place? C'est pour le prochain livre? Ah oui, l'hypothèse du prochain livre, elle est évidemment tentante. D'ailleurs, l'hypothèse est en gestation. Mm. Mais je prétends pas avoir évidemment les réponses à tout. Enfin là, il faudrait m'enfermer. Mais c'est vrai, cette période de la fin des années 90 est troublante. On a là une rénovation programmatique profonde qui n'est pas spécifique à nos amis britanniques, mais il y a des ponts qui sont en place avec l'Allemagne certainement, c'est Schröder, mais également dans une certaine mesure avec l'Italie à l'époque de D'Alema, qui n'est pas une époque anodine. On a un parti communiste de facto très social-démocrate qui prend l'appellation d'un grand parti américain. Donc là, il y a véritablement ce que j'ai cru être, j'étais déjà suffisamment adulte à ce moment-là, un changement tectonique. Je croyais véritablement à la plausibilité d'une américanisation au moins organisationnelle de la politique américaine. On allait avoir des grands partis socialistes capables de s'organiser à l'échelle continentale sur le modèle des cousins américains. Et malgré la dynamique électorale travailliste, malgré la dynamique allemande, leur succession de victoires électorales, on voit bien que ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que le socialisme reste un phénomène très, très national. La coordination est très mince. Je dirais heureusement qu'il y a le Parti socialiste européen, heureusement qu'il y a le groupe au Parlement européen. Sans quoi l'international, on la cherche. Ça reste... moi, quand on me demande qu'est-ce que la social-démocratie, je dirais la réponse la plus scientifique, c'est l'ensemble formé par les partis qui sont affiliés à ce qui reste de l'internationalisme socialiste. Mais le moment Blair, c'était la révolution inaccomplie de l'ouverture de l'international socialiste au parti démocrate américain. Tout ça est un échec. Donc au fond, l'échec de la troisième voie, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans notre entretien, explique l'incapacité de la deuxième gauche à se rénover. Oui, on en peut 97. dire ça comme ça. Enfin, je pense que dans la deuxième gauche, et le cas français est peut-être encore une meilleure illustration, il y a une difficulté à exercer le pouvoir. Il y a une difficulté d'abord à arriver au pouvoir. La supériorité de Michel Rocard, de François Mitterrand sur Michel Rocard, c'est sa capacité à gagner. Donc les deuxièmes gauches arrivent avec des catalogues d'idées dans lesquels les gouvernants font, je dirais la première fait du shopping. Ce processus Mitterrand-Rocardien, il me semble qu'on le constate aussi en Grande-Bretagne. Est-ce que Tony Blair c'est véritablement la deuxième gauche au sens français? C'est quelqu'un qui comprend la nécessité d'adapter le discours ouvrioriste à la diversité des mondes du travail, certainement. Mais la deuxième gauche britannique, c'est Anthony Giddens. Et Giddens n'est pas au gouvernement. Donc, alors, pour peut-être évoluer un petit peu dans votre pensée, on comprend bien que votre idée, c'est la contribution de la deuxième gauche à la rénovation de la social-démocratie, mais en même temps, vous le reconnaissez vous-même, quand François Mitterrand fait le programme de 1972, il fait le nom de son programme changer la vie. Il adopte un titre que vous identifiez comme étant un titre typiquement de la deuxième gauche. Or, on ne peut pas penser que dans la réflexion de François Mitterrand, bon, il y a une volonté de rassembler la gauche pour gagner, exactement dans l'approche que vous venez de décrire, mais on ne peut pas imaginer une concession excessive sans anticiper la suite de l'histoire, mais à ce qui allait être la deuxième gauche. Donc comment est-ce que vous expliquez ce changer la vie de François Mitterrand alors qu'il est vraiment l'incarnation de la première gauche? Oui, je vais distinguer deux choses. D'abord, un premier élément, si vous me permettez. Malgré toutes les sympathies que j'avoue pour la deuxième gauche, le livre n'est pas l'histoire de la deuxième gauche. Pour moi, le focus que j'ai essayé de mettre, c'est sur la capacité d'organisation social-démocrate
très centralisé, très bureaucratique, très étatiste, souvent figé dans un discours électoral marqué par le marxisme du 19e siècle, a néanmoins s'ouvrir à des intellectuels qui sont parfois d'origine encore plus diverse que celle de la deuxième gauche. Même si vous concluez en disant que le blairisme est la démonstration que la social-démocratie peut se rénover sans la contribution fondamentale d'intellectuels. Chez Blair, il y a quand même Giddens. Oui, mais vous dites que Giddens n'est pas un intellectuel au sens où Bernstein ou Henri de Man ou Rocard l'étaient. Oui, de ce point de vue-là, je dirais que le moment Blair correspond déjà à une institutionnalisation du rôle des intellectuels. Derrière Blair, et avant d'en arriver à Giddens, il y a Peter Mandelson, qui est l'architecte stratégique de la troisième voie, et Policy Network, etc. Et ça nous permet de glisser vers François Mitterrand. François Mitterrand, pour moi, c'est un immense Européen. Et c'est un immense stratège, maître de la communication politique. Donc, changer la vie, oui, il y a une tonalité rocardienne. Il y a déjà une tonalité Séguéla aussi. Je ne sais pas s'il était déjà en communication aussi véritablement. Il en avait si besoin que ça. Mais c'est une capacité à embrasser, à étreindre, à mordre et à tuer. Ça caractérise pour moi François Mitterrand. Tout ça avant même que Michel Rocard ne rejoigne le Parti socialiste. Absolument. Michel Rocard ne rejoint le Parti socialiste qu'en 74. Peut-être pour avancer dans la réflexion autour de votre ouvrage, j'ai envie qu'on aborde maintenant la question du rôle de l'État. Et la façon dont vous voyez la relation entre la social-démocratie et le rôle de l'État. Parce que vous dites d'une certaine manière que ce qui caractérise cette seconde gauche dans sa capacité à rénover la social-démocratie, c'est au fond un sens de la responsabilité plus individuelle, un relais autour des organisations intermédiaires et moins une croyance dans un État tout-puissant. Or, dans la critique que vous faites de la troisième voie, et justement dans les conditions de l'échec de la troisième voie, vous dites très clairement qu'une des raisons pour lesquelles Blair échoue, c'est parce que il n'a pas cette capacité. Les échanges économiques et culturels vont pacifier. Donc ça, c'est l'impasse que vous décrivez de la part de la troisième voie, qui pensait que les échanges économiques et culturels vont pacifier les relations politiques de sorte qu'une organisation faiblement institutionnalisée de l'espace cosmopolitain suffira aux besoins de régulation et d'harmonisation. Donc il y a déjà cette critique de la troisième voie. Et puis vous dites aussi, évidemment, que la question de la Covid a réinstauré la question du rôle de l'État. Dans une autre note pour la Fondation Jean Jaurès, Croyances, virus et politique publique, vous concluez la note en disant que vraisemblablement la fonction de l'État soit renforcée et redécouverte. Donc dans votre vision historique des conditions de rénovation de la social-démocratie, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette je ne dis pas cette contradiction, mais vous dites la social-démocratie se rénove par le prisme quand même d'une deuxième gauche dans ce qu'elle lui apporte, alors qu'on est à un moment où la question de l'État est d'autant plus importante qu'elle doit répondre à des questionnements nouveaux, et pas uniquement parce que la question de la souveraineté est un mot qu'on entend quasiment dans tous les discours politiques aujourd'hui. Oui, c'est une magnifique question. Je vais commencer à y répondre en repartant d'une hypothèse fondamentale de l'ouvrage. J'aime beaucoup parler, surtout en France, de deuxième gauche. Quand je suis dans un milieu anglo-saxon, j'insiste sur le fait que la fonction des intellectuels qui ont contribué aux rénovations de la social-démocratie, ça a été de contribuer à la redécouverte des fonctions et de la diversité des définitions du libéralisme au-delà de Marx. Donc c'est de redécouvrir fondamentalement que Marx est un libéral de type hegelien. Et la question de l'État chez Hegel, c'est pas la question de l'État chez les sociaux-démocrates belges des années 70, attachés à une conception très figée, très bureaucratique et défendue avec un vocabulaire quasi soviétique. La question de l'État
pour Hegel, c'est la question de l'organisation de la communauté. Et ce qu'on pourrait appeler les intellectuels social-libéraux, mais le terme prête à équivoque en français, ou la deuxième gauche, c'est, à mon sens, leur contribution, c'est inciter les directions des appareils de la social-démocratie, habitués aux pratiques gouvernementales, habitués à avoir une maîtrise des syndicats, voire des mutuelles là où il y en a encore, c'est les inciter à rénover les politiques publiques et à mettre en place des modalités de rénovation qui rompent avec l'étatisme traditionnel de deux façons. En déplaçant une partie de la question de l'État dans le domaine européen, et en investissant, en réinvestissant ce qu'on appelle aujourd'hui les partenariats publics-privés, c'est-à-dire la capacité de la collectivité à s'auto-organiser dans un cadre prévu à cet effet. Donc c'est pas l'hypothèse à laquelle on réduit le libéralisme, qui est le libéralisme anglo-saxon des années 70. Mais ça, c'est toute l'analyse que vous faites du congrès très important du SPD de 1959 de Bad Godesberg. Mais alors justement, à propos de Bad Godesberg, moi j'étais très étonnée. Parce qu'il y a deux termes que vous n'utilisez pas du tout, qui sont d'abord l'économie sociale de marché, ça ne figure pas dans votre ouvrage, pas plus que la fameuse phrase de Schiller, la concurrence autant que possible, la planification autant que nécessaire. Or, vous tournez autour de cette question, et notamment la question de la planification, que ce soit dans la stratégie du SPD ou chez Michel Rocard, est très présente. Donc pourquoi est-ce que vous ne parlez pas du tout de ça, de l'économie sociale de marché ou de cette... Ce qui m'avait surtout intéressé au moment de la conception de l'ouvrage, c'était de relativiser la rupture avec le marxisme que représentait Bad Godesberg. Oui, mais le concept d'économie sociale de marché, d'abord j'ai une petite colle pour vous. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette notion rentre dans la déclaration de principe du Parti socialiste français ? Non, vous allez me le dire. 2008. On va y revenir parce que je trouve ça très intéressant comme date. Mais dans votre démonstration justement de la relation entre les sociodémocrates, l'héritage libéral entre guillemets de Marx et leur modernité, d'un point de vue européen ou d'une européenne, ce concept d'économie sociale de marché, il est très structurant. Donc c'est pour ça que j'ai été étonnée de ne pas le retrouver. Donc deux éléments. Une partie, c'était d'insister dans la trame du livre sur le fait que Bad Godesberg n'était pas une rupture, ne se résumait pas à la rupture avec Marx. Et autre élément, je pense qu'un des enjeux du Congrès, ça avait été aussi de faire face aux risques. Et c'est là les limites de Bad Godesberg, au risque de confusion avec le Parti chrétien, qui, lui, avait déjà pris en charge. Donc toute cette notion d'économie sociale de marché à l'échelle européenne, elle se met en place lentement, tardivement dans les mots, encore plus tardivement dans les réalisations, mais parce qu'il y a eu cette dialectique entre un monde chrétien, très social chrétien, et un monde socialiste très pragmatique, et là François Mitterrand a certainement créé les conditions de la réanimation de cette dynamique d'économie sociale de marché, non plus dans un cadre capitaliste avancé comme celui de l'Allemagne des années 50, mais à l'échelon européen. Alors, je voudrais revenir sur cette question du rôle de l'État et de comment la social-démocratie fonctionne par rapport à ça. Et mon étonnement historique par rapport au moment où le Parti socialiste français inclut cette notion d'économie sociale de marché, donc en fait assume l'héritage de Bad Godesberg dans ses statuts, dans ses textes en 2008, pour moi est assez paradoxal, puisque 2008 on est en pleine explosion de la grande crise financière, et où donc moi je pense que du point de vue de la social-démocratie, il y a un questionnement sur l'évolution justement en termes d'idées et de capacité des outils de la social-démocratie à remplir son mandat. Et je voudrais vous interroger là-dessus en retournant sur la notion du rôle de l'État, parce que est-ce qu'au fond la grande erreur de la social-démocratie, après la période Mitterrand-Rocard, n'est pas d'avoir été trop timide, plutôt que d'accepter l'agenda de l'ordolibéralisme, qui est recouvert par le concept d'économie sociale de marché, de n'avoir pas anticipé les dégâts de la mondialisation et donc le besoin d'une gauche qui ne donne pas raison aux plus radicaux, mais qui tout de même
maîtrise les questions de fiscalité, de concurrence, de dumping, de financiarisation de l'économie, et sort d'une forme de naïveté par rapport au succès de l'économie sociale de marché dans ce domaine-là. Et donc de rétablissement d'une autorité de l'État ou de la puissance publique, et qui n'est au fond jamais fondamentalement revendiquée, parce qu'on a peur de mettre à mal l'économie de marché si on le fait. Oui, je pense qu'il n'y a jamais eu de capitulation devant le néolibéralisme version Milton Friedman, mais certainement adhésion très pragmatique à l'ordolibéralisme. Ça, on est tout à fait d'accord. Maintenant, où était la responsabilité, l'erreur de la social-démocratie? On a le confort d'être aujourd'hui en 2021, mais je la placerais plutôt dans l'abandon de ce qui a fait la force du régime social-démocrate, surtout en dehors des frontières françaises, mais quand même les mutuelles, les coopératives et les syndicats. Je pense que là, il y a eu une trop forte distanciation qui aurait pu... ces différentes composantes, ces différentes sociétés intermédiaires avec lesquelles les partis sociaux-démocrates, historiquement, dans la plupart des pays, étaient en interaction, le fait de les oublier un peu pour préférer défendre, et il faut le défendre, le principe de l'entreprise, ça a vidé de son sens la possibilité d'une définition spécifique de l'État social-démocrate. Donc du régime social-démocrate. C'est une victoire trop posthume de Tony Blair sur une politique de l'offre. Ouais, on peut dire ça. On peut certainement dire ça comme ça. Si on en vient à ce qui fait le cœur dans votre lecture du succès d'une social-démocratie irriguée par la deuxième gauche, il y a toute cette question de l'expérimentation qui est très présente dans votre ouvrage et d'ailleurs dans vos travaux au sein de la Fondation, puisque vous avez fait des propositions sur le revenu républicain, sur l'école, sur les conditions d'accès à l'école, sur l'attribution universelle de logement, sur la démocratie participative. Donc on sent bien qu'il y a cette panoplie très, très, très présente. Vous la sentez comment, cette capacité aujourd'hui, la social-démocratie, à proposer de l'expérimentation? Je trouve qu'elle a une difficulté à connecter avec l'expérimentation. L'expérimentation, elle est toujours là. Elle était fondamentale dans la mise en place du mouvement ouvrier. La sécurité sociale, ce n'est jamais que la nationalisation, à partir de 1945, de toute une série d'expérimentations développées à partir du 19e siècle. Le problème, et là on retrouve la question de l'État que vous évoquiez, c'est que en nationalisant, on a étatisé. Ce qui, en termes parfois de qualité de gestion, là je retombe sur Michel Rocard, peut parfois poser question. Mais on a aussi neutralisé. Enfin, donc des choses qui étaient révolutionnaires. La gestion des multinationales, c'est pas toujours parfait. Non, bien sûr. Donc en neutralisant, on a fait passer aux oubliettes l'origine politique et l'origine idéologique de toute une série de mécanismes de protection sociale, d'amélioration de la qualité de vie, qui forment encore notre quotidien. La gratuité de l'école, le faible coût des services médicaux, etc., etc. Alors aujourd'hui, il y a, et particulièrement en France, notamment dans la région de Gironde, avec laquelle la Fondation a beaucoup collaboré sur les questions de revenus de base, des territoires, notion très aussi, oui. Oui. Des notions très à la mode, mais aussi très réelles, des territoires d'expérimentation. Et des coopératives et des mutuelles qui ne s'appellent pas nécessairement comme ça, mais dans lesquelles l'individu, sans recommencer à voter comme on souhaiterait qu'il vote, c'est-à-dire avec des taux de participation supérieurs à 35%, comme ici aux dernières régionales, je pense, l'individu assume un rôle de citoyen. Pour là, la question, l'enjeu, c'est faire d'abord un tri. Retomber sur Tony Blair, what counts is what works, être pragmatique au sens et ça, fort. Vous avez des exemples concrets de mise en expérimentation de telle ou telle proposition? Je cherche, je rêve. Ce qui me paraît important, c'est que à l'issue de la dernière crise financière majeure, c'est-à-dire celle des subprimes, on a vu réapparaître le phénomène coopératif aux États-Unis. Je suis en train d'essayer de prendre des contacts avec la gauche du Parti démocrate, non pas parce que je l'apprécie particulièrement, mais parce que je me dis que les pas très bonnes propositions avec lesquelles ils font campagne résultent peut-être d'un tri, puisqu'ils
ils ont un rapport à la base qui est plus fort que celui de l'époque Clinton, qui mérite de voir ce qui est fait dans ces territoires anglo-saxons très dynamiques, très entrepreneuriaux, sans être réductibles au fantasme de Friedman ou d'Hayek. Et alors, dans cette approche, quand vous faites le portrait de Jeremy Corbyn, vous reconnaissez qu'une partie que parfois il a été caricaturé, que parfois une partie de sa pratique prolonge un héritage de Tony Blair, et notamment s'agissant de la mise en œuvre des instruments, de la diversification des instruments au service des collectivités. Et là, pour la petite histoire, quand même, je suis obligée de voir que vous citez beaucoup d'exemples, mais vous citez pas le grand succès du mandat de François Hollande, qui était la Banque publique d'investissement. Donc je vous invite dans la prochaine édition à le rajouter comme exemple, parce que je crois que ça a quand même été une très belle démonstration de ce que d'une manière de réconcilier comme ça ce rôle de la puissance publique et d'une capacité concrète entrepreneuriale de l'État à travers un outil d'investissement. Tout à fait. C'est Jacques Attali qui réactive cette notion-là pour la construction européenne au moment de la crise de ce qui fut le monde soviétique. Puis la notion retombe un peu dans la glace, traverse un nouveau grand hiver. Et puis actuellement, elle est réactivée par la gauche travailliste, Stephanie Griffiths-Jones en Amérique latine, chez les Allemands et en France. Donc là, pour revenir à cette question de l'État que vous aviez introduite, pour moi, qu'il soit défendu par la première ou la deuxième gauche, un État politiquement vendable et adapté aux enjeux, c'est un État qui régule financièrement de nouvelles expérimentations locales qui contribueraient à adapter nos services publics, parfois gérés de façon très régalienne, aux demandes de la population, en tenant compte de capacités financières qui ne sont plus celles des Trente Glorieuses. Alors, si on en vient peut-être avant de conclure notre échange, mais un dernier aspect que je voudrais évidemment aborder, qui est plus l'aspect relations internationales, si j'ose dire. Même si j'aime pas aborder la question européenne sous un aspect relations internationales, mais dans votre livre, vous démontrez très bien comment le rapport au passé colonial des puissances européennes, puis l'émergence de la mondialisation, conditionne la pensée, formate la pensée social-démocrate, puisque vous retenez une définition très évolutionniste de la social-démocratie comme dans sa capacité de se réinventer à travers une adaptation aux conditions socio-économiques qui se développent. Et du coup, je voulais un peu vous interroger sur comment vous voyez justement ce rapport des nations aujourd'hui, puisque tout votre ouvrage démontre que, à la suite de Marx, il y avait l'idée que, au fond, l'évolution des conditions de travail, des conditions socio-économiques devait amener la révolution chez les marxistes-léninistes, les sociodémocrates transformant la donne en une évolution qu'on pourrait qualifier de social-démocrate. Et si on transpose ça à l'échelle internationale, d'une certaine manière, nous avons fait la même erreur de penser ça à l'échelle mondiale. Je m'explique en pensant qu'il suffisait que les pays développent et augmentent le niveau de vie des populations pour qu'advienne la démocratie. Aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Et cette espèce d'universalisme de la pensée social-démocrate est mis à mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on l'intègre dans notre logiciel, dans notre monde des idées? Mais je pense que pour ça, on relit Bernstein. On relit les quelques textes qu'il n'a pas beaucoup développés, mais où il avait une lucidité remarquable. C'est-à-dire que avec d'autres socialistes allemands, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il pose ouvertement la question de savoir dans quelle mesure l'espoir socialiste européen est fondé sur la rente coloniale. Et puis, la guerre met sous le boisseau cette question-là. Aujourd'hui, la rente coloniale, l'Europe ne l'a plus. Donc je dirais qu'on est contraint à la solidarité. Et c'est tant mieux pour l'idéal... Enfin, d'une certaine manière, elle l'a réinventé avec la mondialisation.
On est dans la mondialisation. Maintenant, la mondialisation, c'est une anarchie surtout structurée par les intérêts des multinationales et dans une certaine mesure par les organisations de coopération régionale qu'on est en train de mettre en place. Donc pour moi, si la social-démocratie européenne veut rester fidèle aux idéaux internationalistes qui sont souvent restés dans son panthéon et très peu logés dans sa pratique, ben oui, il faut embrasser l'Europe et il faut éviter le scénario de l'Europe forteresse. La question européenne, c'est devenu la question du monde, la question de la relation avec l'Afrique. Mais l'évolution de la Chine ne nous démontre pas que l'augmentation du pouvoir d'achat des Chinois ou le développement économique de la Chine conduit à une évolution politique favorable à la démocratie ou aux droits de l'homme. Je pense que la Chine, elle est, ou du moins elle était avant le dernier congrès, au carrefour des possibilités. Le Parti communiste chinois est, comme l'était le Parti communiste de l'Union soviétique, une organisation beaucoup plus pluraliste que les médias le présentent. Donc, la possibilité d'un scénario national social-démocrate chinois était ou reste une possibilité. Si elle se réalise, si elle devait se réaliser, ça veut dire qu'une grande partie de la richesse chinoise va se traduire en élévation du pouvoir d'achat, donc leurs produits vont être plus chers, donc si leurs exportations sont plus chères, il y a de la marge pour une réindustrialisation de l'Europe. Je caricature, mais c'est un peu ça. Maintenant, ce que l'exemple chinois montre, c'est que le risque autoritaire, le risque militaire, l'interdépendance objective des nations ne l'a pas fait disparaître. Alors, venons-en peut-être plus, petit moment peut-être plus spécifique sur la question européenne, où, sans le dire, je note quand même que vous reconnaissez l'importance de la contribution de François Mitterrand à la mutation de la social-démocratie en faveur d'une stratégie européenne, sans arrière-pensée, contrairement à ce qui a parfois été dit. Mais alors, je dois marquer un point de désaccord avec vous, s'agissant de la question de l'ordolibéralisme. Parce que dans votre ouvrage, vous donnez l'impression que finalement, il ne faut pas critiquer le SPD dans son approche de la question européenne et que entre la monétarisation qui stabilise l'inflation des années 70 et qui serait au fond l'héritage d'un libéralisme mal compris, il y a une partie positive d'un héritage libéral qui serait l'ordolibéralisme, qui aurait inspiré la construction européenne en articulant la liberté des échanges à la mise en place d'un cadre de régulation dont les tentatives de l'Union européenne pour limiter la liberté d'agir des GAFAM comptent parmi les expressions les plus récentes. Et vous indiquez ensuite que au fond, si l'ordolibéralisme a une origine allemande, c'est en raison de l'histoire du pays et de l'attachement que lui manifeste tant le SPD que la CDU. Ça repose sur l'espoir de sa capacité à rendre la République fédérale et à l'Union européenne la prospérité et la paix sociale typiques des 30 glorieuses. Mais d'un point de vue d'un renouveau de la pensée social-démocrate, moi je pense qu'on est à un moment où cette question de l'orientation imprimée à la construction européenne par cette prégnance de l'ordolibéralisme pose problème. Parce qu'elle a conduit à un équilibre des politiques publiques dont on paye aujourd'hui le prix. Donc si vous m'autorisez, je pense qu'il y a peut-être un point de désaccord sur l'ordolibéralisme a sans doute permis au SPD et à la CDU d'accompagner la construction européenne et d'y avoir une influence très grande. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui un revers de la médaille dans le rapport qu'ont les Européens à la construction européenne. Oui, certainement. Enfin, d'abord, toute médaille a son revers, et c'est très bien qu'on ait des éléments de désaccord. Maintenant, je pense qu'effectivement, il faut certainement rénover l'ordolibéralisme comme il faut rénover la stratégie social-démocrate. Mais c'est peut-être quand même en Europe le courant de pensée qui a le plus sérieusement investi la question de l'articulation entre l'économie sociale et la compétition économique. Sauf que on peut ne pas être d'accord, oui, c'est mais même sauf que justement, alors on en vient au dernier stade, d'une certaine manière, des politiques économiques européennes et notamment de la conversion en faveur de ce
pacte vert porté par Ursula von der Leyen, et qui n'est pas incompatible du tout avec l'ordolibéralisme tel qu'elle le met en avant. Mais justement, pour moi, il y a une trahison dans l'équilibre des termes, parce qu'économie sociale de marché, la question sociale, en réalité, est toujours traitée comme une question seconde. Oui. Or, pour des sociodémocrates, je pense que ça coûte cher. Et vous dites notamment dans votre livre que finalement, entre les objectifs de la social-démocratie qui aurait intégré un agenda environnemental et le pacte vert de Ursula von der Leyen, tout va bien. Moi, je suis très critique là-dessus, parce que je pense que sur la question sociale, le compte n'y est pas, et que l'ordolibéralisme se sert de la question environnementale et de l'urgence de la question environnementale pour faire passer en second la question sociale. Et je ne pense pas que ça puisse être un élément d'un agenda social-démocrate. Oui, c'est vrai qu'une des questions de l'avenir d'un agenda social-démocrate, c'est d'articuler autrement la problématique sociale et la problématique environnementale, autrement que ne le font les démocrates chrétiens allemands. Maintenant, si de l'arsenal de la pensée chrétienne, puisque c'est de la pensée chrétienne qu'il s'agit, il faut retenir une notion pour l'avenir de l'organisation politique tant nationale que européenne, je préfère de loin la notion qu'avait ressuscité Jacques Delors et qu'on trouve à la fois dans le droit canon chez Delors et chez Proudhon, c'est cette notion de subsidiarité, un étagement des pouvoirs qui permettent à la fois un contrôle démocratique de l'économie et une performance des politiques publiques. Oui, mais ça change rien. Du point de vue de la question sociale, ça change rien, parce que si vous avez une politique environnementale menée au niveau européen qui ignore la question sociale, c'est comme quand on dit que le droit européen ne s'intéresse pas à la propriété des entreprises des États. De fait, la politique de la concurrence a un impact sur... Dans ces en catalogue ou en pointillé comme ça dans les politiques européennes que vous abordez, il y en a une dernière que je voudrais évoquer, qui est la question de l'échange international, du commerce international et du libre-échange. Parce que là, parfois, j'ai eu l'impression qu'il y avait des éléments un peu contradictoires, et au fond, je voudrais vous demander ce que vous en pensez, parce que par moments, vous dites que c'est qu'il faut aller plus loin dans ce sens, et vous dites voilà, que chez Henri de Man, il y a la question de la réadaptation des accords commerciaux aux conditions créées par la transformation économique du pays et par les métaphores nouvelles de la concurrence internationale. Et vous dites qu'on pourrait s'en inspirer pour les relations entre l'Union européenne, l'Asie et l'Amérique. Mais par ailleurs, vous critiquez très fortement le fait que on mette en cause les accords de relations internationales. Or, dans le bilan critique que doit faire la social-démocratie, il me semble que cette naïveté à l'égard du libre-échange est un élément de l'autocritique. Oui, certainement. Je pense que mes contradictions que j'assume sont aussi celles de l'objet de mon étude. Il y a certainement une incapacité de la deuxième gauche, du social-libéralisme ou des révisionnistes, quelle que soit l'étiquette qu'on choisisse pour les dénommer, à accoucher d'une stratégie européenne et mondiale. Ils soulignent tous qu'il faut un dépassement du cadre national, même quand ce n'est pas possible. C'est le propos d'Henri de Man dans les années 30 qui dit l'urgence, c'est combattre le fascisme avec les outils qu'on a, c'est-à-dire ceux de l'État, mais il faut aller au-delà. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, on est dans cet au-delà, on est dans une relative improvisation, mais le risque, enfin, du moins, je ne reconnaîtrai pas la gauche pour laquelle je vote, parce que je ne fais pas que l'étudier, si elle devenait le mouvement défendant les droits sociaux des Européens versus ceux du reste du monde. Donc, dans cette perspective-là, les accords de commerce, même s'ils représentent un risque pour le niveau de vie, voire pour l'emploi en Europe, ils représentent des possibilités pour une redistribution des revenus à une échelle mondiale, et en tout cas un espace de négociation. Et donc vous êtes contre la taxe d'ajustement carbone aux frontières ?
Non, pas du tout. Je pense que ça ne fait pas partie de Voilà, ça fait l'arsenal. partie quand même des éléments d'une rénovation de la Je pensée. pense qu'il faut mettre en place des policy mix, on peut pas. Le libre-échange, c'est la liberté des échanges. Les accords de commerce, c'est un premier pas dans la régulation, sachant que les frontières nationales en termes économiques valent ce qu'elles valent. Donc c'est une tentative pour le politique de se réapproprier l'espace international. Alors est-ce que le contenu des accords est suffisant et satisfaisant d'un point de vue social-démocrate? Évidemment non. Mais est-ce que ça, c'est tout l'enjeu des négociations aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Une réappropriation oui. de ce... On va peut-être en venir à la conclusion de notre entretien très riche. Et si vous me permettez, je voudrais... et au fond, c'est peut-être lui qui aurait malheureusement dû faire l'entretien, jouer Henri Weber. Et parce que dans votre livre, vous proposez plusieurs scénarios pour la suite, Oui. dont un scénario que Henri Weber aurait qualifié de scénario noir. Et je voudrais vous demander si, dans votre esprit, nous y sommes. Si une gauche nationale devait succomber à la tentation du compromis avec un électorat xénophobe, elle s'exposerait au risque de couver un avatar contemporain du national-socialisme. Mais le risque est là. Heureusement, je dirais, il n'est pas réalisé à l'échelle des organisations. On a encore vous citez tout à l'heure Henri Demand, c'est l'exemple type d'un grand leader, d'un intellectuel antifasciste qui à un moment succombe à cette tentation-là d'incarner un socialisme autoritaire, un national-socialisme autoritaire. Depuis, les conditions du risque ont été réunies plusieurs fois, il ne s'est pas encore matérialisé. Même si, par rapport à l'optimisme marxiste, on sait très bien qu'il y a des glissements de segments d'un électorat qu'on considérait acquis, qu'on retrouve sans aller jusqu'à l'extrême droite. Que de la part de l'électorat, pas des leaders. Des leaders, ça me semble encore... il y a des évolutions dans le discours qui sonnent mal à mes oreilles, sont comme sans doute aux vôtres, mais qui ne sont pas encore des lignes politiques. Alors, venons-en au scénario qu'Henri Weber aurait qualifié du scénario rose, qui est celui que vous appelez intergalactique de la capacité de rénovation. Et alors, dans cette capacité de rénovation, évidemment, la question des corps sur lequel on s'appuie est une question importante. Et moi, j'ai une interrogation. Ce que vous appelez les marches ou les messes, avec l'idée que... c'est d'ailleurs un reproche que vous faites à la Troisième Voie, c'est-à-dire qu'il y a une incarnation politique insuffisante. Et que donc la transformation de ces revendications en éléments de corpus politique ne serait pas là. Mais est-ce que la social-démocratie, si elle veut retrouver une capacité à gouverner, qui est quand même sa vocation, doit pas rentrer dans un dialogue singulier avec justement ces marches, ce que vous appelez ces messes, et qu'est-ce qu'elle doit en tirer? Parce que, par exemple, toute la question de l'éco-anxiété, qui est une question très importante chez les jeunes, elle est au cœur de ces manifestations-là, et c'est comme ça qu'elle s'exprime, et elle fait aujourd'hui partie du paysage politique dont la social-démocratie, que la social-démocratie ne peut pas ignorer. Oui, mais il fut une époque où c'était pas du tout provocateur de dire que le parti ouvrier était pour la classe ouvrière une église. Et au début du XXe siècle, les manuels à destination des militants se présentaient comme des catéchismes. Donc cette capacité qu'on dirait aujourd'hui pédagogique et hier de catéchisation, elle a disparu. Les organisations intermédiaires se sont effritées, même là où elles étaient beaucoup plus ancrées qu'en France. Et on se retrouve, heureusement, toujours confronté à une attente et à une espérance. Termes qui sont très chrétiens. Donc tout l'enjeu, c'est de repolitiser la société au sens de la rediriger vers la politique politicienne, qui n'est pas quelque chose de sale, qui est quelque chose de nécessaire. Il faut qu'à un moment, on passe du stade de la revendication pour celui de la construction collective d'un projet, et d'un projet qui puisse être transposé en termes de politique publique, c'est-à-dire sous une contrainte budgétaire qui existe. Donc c'est le rôle des partis sociaux-démocrates. Et là, c'est le rôle des partis. Et actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des partis qui réussissent à sauver une part de marché suffisante pour pouvoir encore participer au gouvernement. C'est le cas du parti allemand, c'est le cas des partis scandinaves. Il n'y a pas de vague rose au nord de la France, malheureusement. Il y a des partis qui survivent mieux que d'autres.
au risque d'avoir une politique gouvernementale encore plus illisible, parce que ce seront des coalitions qui seront formées, à l'intérieur desquelles ils ne seront pas nécessairement les forces dominantes. Donc ça, c'est le scénario 1. Tel qu'on voit aujourd'hui. Le scénario 2, c'est celui de partis Cinque Stelle et d'autres formations du même type qui se définissent comme citoyennes dès lors que, effectivement, elles réussissent à capter un électorat, mais le font sans cette agrégation des individus par le discours, par le forum. Ce qui lance la dynamique, ce sont les outils qu'utilise Facebook, qu'utilise tout ce qui forme notre quotidien virtuel. Est-ce que le politique peut l'ignorer ? Donc, est-ce qu'on peut ignorer ça? À mon avis, il faut un mix des deux. Sans quoi, on va avoir des partis certes citoyens, mais qui vont être des entreprises qui surfent sur un certain état d'opinion. Berlusconi est représentatif de ça. Je pense il faut lui reconnaître le mérite d'avoir rendu la politique aux Italiens après la crise de la démocratie chrétienne, la crise du parti socialiste, mais en même temps, il a incarné une certaine diversité de programmes malgré la constance d'un engagement européen, parce qu'il y avait ce recours, et Blair l'a fait aussi d'une certaine manière, aux spécialistes des sondages pour voir techniquement comment est-ce qu'on réunit une majorité. Alors, vous dites des partis sociodémocrates qui survivent. Mais quand même, alors on a vu le succès de la visite de Lula à Paris, en Europe, il y a quelques jours. Il y a une fascination pour Bernie Sanders aux États-Unis, quelles que soient les limites de la comparaison. Il y a la victoire de Schröder en Allemagne, du PD, du Parti démocrate aux élections locales en Italie, des gouvernants sociodémocrates à majorité sociodémocrate en Finlande, au Danemark, un gouvernement socialiste en Espagne, Portugal, bon, on sait qu'il va y avoir de nouvelles élections, mais enfin quand même. Donc est-ce que c'est juste de la résistance ou est-ce que c'est un frémissement? Comment est-ce que vous voyez cette constellation qui est quand même un paysage dont on a l'impression qu'éventuellement il bouge un tout petit peu Oui, je pense que j'ai envie d'adhérer à tout ce que vous dites et de partager non, ce moi, qui est... Je regarde la carte. Hein. Oui, bien sûr. Mais disons que j'ai envie de partager l'espoir des gens auxquels vous vous référez. En même temps, je trouve qu'il y a une capacité historique de la gauche à s'enflammer pour des mythes. Bernie Sanders, c'est un perdant. Perdant magnifique peut-être, mais perdant quand même. Le SPD aux dernières... Pourquoi perdant? Est-il président des États-Unis? Dans combien d'États américains a-t-on emporté les législatives avec ce qui est intéressant pour moi chez Sanders, c'est la réinstallation à travers lui d'une dialectique constructive dans les gauches qui forment le parti démocrate. Mais penser qu'il y a un avenir socialiste aux États-Unis, oui, on peut le rêver. Un soir, on refait le monde, mais le lendemain, il faut se réveiller et partir sur d'autres bases. Ce qui se passe en Allemagne, on verra bien. Ça va être quand même, c'est la victoire d'un parti qui a su certes dépasser les 20% pour atteindre quelque chose comme 25%, avec une moyenne d'âge des militants, des adhérents, 65 ans. Enfin, chaque année qui passe dans mon existence m'incite à penser que c'est jeune, mais ça fait quand même des segments importants de la population qui ont préféré voter pour les Verts et pour les libéraux. Et si c'est le Parti libéral qui a le poste de ministère des Finances, je pense que le rêve européen socialiste... On revient au début de notre entretien sur la mise en concurrence de Donc je pense que rêver, oui, le coup politique de Sanchez en Espagne, il était magnifique, mais c'est un gouvernement minoritaire, donc fragile. Au Portugal, ils ont fait de grandes choses, démontrer les capacités de la gauche à gouverner en dehors de ses propres caricatures et des schémas tout aussi caricaturaux qui étaient proposés par la Troïka. Mais néanmoins, c'est un édifice qui vient de s'écrouler. On est loin de la gauche à 40%, qui, lorsqu'il y avait un deuxième tour, l'emportait à 51%. Et pour vous, le risque, parce que dans vos scénarios, il y a un scénario que vous appelez celui de la dissolution, qui est au fond la captation de l'agenda social-démocrate par des sociolibéraux que vous identifiez en France comme étant la stratégie mise en œuvre par le président de la République. Est-ce que c'est un schéma que vous voyez à l'œuvre ailleurs en Europe ?
Je pense qu'il est très bien incarné par Emmanuel Macron. Il y a eu des indices de la plausibilité de cette hypothèse avec les libéraux-démocrates anglais. Bon, ça s'est pas réalisé. Peut-être en Hollande, je dirais, on verra bien. Mais pour moi, on serait dans une spécificité française. Pas nécessairement. Pour moi, Emmanuel Macron est l'incarnation. Enfin, c'est le successeur de la substantifique moelle de l'héritage de François Mitterrand. C'est un brillant stratège et c'est un Européen. Enfin, je pense qu'à l'échelle européenne, si Renzi avait réussi, on aurait pu dire qu'il avait un homologue tout à fait. À l'échelle européenne. Renzi est sorti du paysage politique italien, donc on est dans une autre configuration. Et alors, finalement, dans votre panorama, vous gardez quand même une place pour les intellectuels. Et alors, parmi les intellectuels que vous citez, bon, j'étais parfois un peu surprise parce que vous citez Waldenstein, Attali et Piketty. Oui, bon. oui. Je crois que vous en citez d'autres. Hein. Oui, bien sûr. Mais moi aussi, j'ai eu la difficulté de faire la sélection. Les trois ont figuré sur ma table de chevet, mais pas les seuls. Moi, je nous invite à aller aussi regarder du côté de Zuckman, de Mazzucato, mais pour moi, de Stiglitz. Deux critères de sélection. Des intellectuels dont la réputation et le rayonnement est mondial, des intellectuels proches de partis politiques à gauche, dans la diversité. Alors Stiglitz aurait dû figurer dans la liste. Aurait pu. Vous voulez conclure On en arrive évidemment à la fin de notre entretien, parce que même les échanges les plus riches doivent s'arrêter. Comment est-ce que vous, à la suite de notre échange, comment est-ce que vous avez envie de... Quel message vous avez au fond envie de laisser aux auditeurs de la Fondation Jean Jaurès dans la perspective politique? Où est la France et le Parti socialiste aujourd'hui? Moi, j'aime bien une phrase que j'ai trouvée à la fois chez Edouard Bernstein et chez Georges Sorel, donc deux socialistes contemporains avec des orientations très politiques et très diverses. C'est le mouvement et tout, le but n'est rien. Donc, ce qui compte, c'est construire ensemble, choisir une direction commune. Et bon, le but, c'est un horizon qu'on n'atteindra jamais. Mais le fait de faire la politique ensemble plutôt que d'être atomisé, qui était déjà une des craintes de l'évolution de la société industrielle esquissée au XIXe siècle, c'est important. Donc, et si en plus le mouvement a une direction progressiste, tant mieux. Merci Christophe Sand pour Merci beaucoup pour votre accueil. Merci de cette contribution indispensable au débat des idées pour faire vivre la social-démocratie. Merci pour cette qualification trop élogieuse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.